L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dernier mardi de la santé de l'UNIM de l'année, proposé par Clinique Médico-Sport avec donc son partenaire, l'Union nationale des intérêts pour la médecine. Toujours donc dans l'objectif de mettre en avant des phénomènes de marché qui bousculent la profession et tirent les kinés vers le haut. Alors notre volonté est toujours de vous accompagner dans le décryptage des enjeux pour mieux vous positionner et saisir les opportunités. Alors lors du dernier mardi de la santé, nous nous sommes intéressés avec nos invités aux interdits et aux opportunités dans le conseil et la distribution en cabinet. Et nous avons pu voir que les choses évoluent beaucoup, à la fois du côté des pratiques et aussi de la législation, qui finalement s'adapte tout en veillant au grain à ne pas franchir certaines limites. Alors aujourd'hui, nous terminons la saison 2021 en nous projetant dans quelques années. Alors, pas de plan sur la comète, sur ce que sera la profession dans 50 ans, mais déjà dans la décennie à venir, au regard des phénomènes que nous évoquons tous les 15 jours sur ce plateau. Une vue donc un petit peu macro sur les grandes tendances et que nous allons développer avec nos invités que je vous présente de suite. Alors, en visio avec nous, monsieur François Bélanger. Donc, vous êtes directeur de TransCity et cofondateur du Prospective Sport Lab. C'est ça. C'est cela, donc vous nous expliquerez un petit peu plus tard dans l'émission de quoi il s'agit. Sur le plateau maintenant avec nous, donc à ma gauche, Stéphane Guérino. Vous êtes masseur kinésithérapeute, ostéopathe, acupuncteur et fondateur du cabinet Kiné Lyon Sport. Alors on va aussi préciser quand même que vous êtes ex-athlète de haut niveau en Aveyron, multimédaillé mondial et finaliste olympique au JO d'Atlanta en 96, c'est exact ? Et donc, vous êtes fondateur du cabinet Kiné Lyon Sport qui rassemble 9 kinés et d'autres professionnels du sport et de la santé, donc des ostéos, préparateurs physiques, en lien notamment avec plusieurs chirurgiens de la région et également formateurs santé en entreprise. À ma droite, Gilles Rousset, docteur en sciences du sport, donc de la cellule scientifique Clinique Médico-Sport, chez qui nous nous trouvons ici en direct du studio. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Voilà. Également Aude Penel qui représente notre partenaire de l'UNIM et qui interviendra dans quelques instants. Et enfin, nous avons enregistré en amont de l'émission un échange dont nous diffuserons plusieurs extraits de l'émission avec Nicolas Pinceau qui est vice-président du Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes et donc qui a des activités professionnelles de kinésithérapie, d'ingénierie de recherche et d'encadrement comme cadre supérieur de santé dans le secteur public hospitalier au CHU de Grenoble et à l'AP-HP. Nicolas Pinceau pratique également de l'enseignement et de la recherche scientifique par le biais d'un poste de maître de conférence à l'UFR de médecine de l'Université de Grenoble-Alpes. Voici pour les présentations. Alors, juste un tout petit mémo rapide pour dire que donc, nous nous retrouvons tous les 15 jours dans les studios ici de Clinique Médico-Sport où nous recevons donc des spécialistes pour aborder différentes problématiques dans le domaine de la physiothérapie et parler des nouveaux phénomènes de marché. Et donc ces mardis de la santé se veulent être des rencontres interactives. Vous avez la possibilité de nous poser vos questions sur le chat sur la partie droite de votre écran et nous vous répondrons, du moins les invités vous répondront avec grand plaisir en fin d'émission. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir et de répondre donc à toutes vos questions avec nos 4 intervenants, je vais laisser la parole donc à Aude, qui représente notre partenaire UNIM sur le plateau. Donc, vous êtes déléguée au conseil et à l'expertise des solutions clients à la direction du développement de l'UNIM. Alors,
les gens ici vous connaissent un petit peu quand même, mais quelques mots pour nous rappeler qui est l'UNIM, que fait l'UNIM? Alors oui, merci Nathalie. Je vais présenter l'UNIM avec grand plaisir. Alors l'UNIM, c'est une association confraternelle qui a la particularité d'avoir un conseil d'administration qui est composé, comme vous, de professionnels de la santé. Et en fait, vos confrères se sont réunis il y a de ça plus de 40 ans maintenant, 45 ans même, et ils ont réfléchi aux problématiques qui pouvaient être les vôtres sur des questions d'assurance, notamment de protection de la personne, et notamment sur les conséquences que ça pouvait avoir à la fois sur vous, sur votre activité professionnelle ou encore sur votre famille. Et ils ont réfléchi à un panel de solutions qui sont particulièrement adaptées donc, à vos professions. Et c'est appuyé pour cela sur un assureur de qualité qui s'appelle Allianz, qui est le numéro 1 des assureurs européens. Donc plutôt un assureur qu'on peut qualifier de solide pour accompagner notamment nos adhérents sur des risques lourds tels que l'invalidité, qui sont parfois sur des... Voilà, parce que quand on est en invalidité, parfois il faut verser des rentes pendant 10, 15, 20, parfois même 30 ans. Donc il faut être sûr d'avoir en face un partenaire qui tienne la route. Alors justement, est-ce qu'on peut prendre un petit cas pratique pour illustrer ? Oui, qu'est-ce que c'est que Alors oui, on va proposer des solutions en termes de prévoyance, en termes d'assurance de vos investissements, en termes de santé, en termes de protection de l'exercice en groupe. J'entendais tout à l'heure que vous exerciez notamment avec 9 autres kinés. Donc on a des offres spécifiques dans ces cas de figure. Mais la prévoyance, qu'est-ce que c'est ? En fait, on va être confronté à, on va dire, 3 grands cas de figure. Le premier, c'est l'arrêt de travail. Donc je suis en arrêt de travail. Il va falloir que je puisse faire face forcément au maintien de mon niveau de vie. Je ne vais pas pouvoir facturer de consultation. Donc, il va falloir que je puisse pouvoir continuer à faire vivre ma famille, mais également à pouvoir payer et faire face à mes frais professionnels. Donc, en cas d'arrêt de travail, une prévoyance va permettre le versement d'indemnités journalières. Ensuite, il y a le cas de l'invalidité. Alors, celle-ci, elle peut être partielle, c'est-à-dire que je peux continuer à exercer mon activité professionnelle, mais pour autant, ma capacité de gain est réduite du fait de mon invalidité. Et la prévoyance va avoir pour objectif de compléter les régimes obligatoires sur des rentes invalidité pour justement maintenir le même niveau de rémunération que je pourrais avoir si j'étais en pleine possession, on va dire, de mes capacités. Et puis l'invalidité totale, pour le coup, je suis en rupture totale avec mon activité professionnelle. Donc, un contrat de prévoyance va vraiment venir, pour le coup, remplacer complètement les revenus pour maintenir un revenu équivalent que si j'avais été en activité. Et puis, le cas le plus extrême, c'est bien évidemment le cas du décès. Et bien évidemment, il va falloir pouvoir faire en sorte que la famille continue à vivre normalement, qu'on va pouvoir continuer, je veux dire, à financer des études aussi à ses enfants. Donc, on va, par le biais de rentes conjoints versées aux conjoints, de rentes versées aux enfants, des rentes rééducation ou de capitaux décès, pouvoir maintenir justement le niveau de vie et les rêves, j'ai envie de dire, conserver les rêves de la famille et ses projets. Mais ça peut être également, notamment quand je travaille en association, de donner la possibilité à des associés de pouvoir racheter les parts aux héritiers, voilà, par exemple. Merci beaucoup, Aude, pour cette de rien. explication très claire. Et donc, comme tous les 15 jours, l'UNIM propose un atelier aux auditeurs en fait, des Mardis de la Santé de l'UNIM. Donc, on vous retrouve en fin d'émission. Un petit teasing peut-être pour nous dire de quoi on parle aujourd'hui ? Avec plaisir, Nathalie. La thématique de ce soir, elle va être centrée bien évidemment sur votre protection sociale. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a un certain nombre de réformes qui vont vous impacter. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu la réforme de la CAR PINCO qui vous a tous impacté. Cette année, c'est une réforme qu'on a vue apparaître dans le cadre de la loi du financement de la sécurité sociale avec un décret d'application au 1er juillet de cette année. Donc, on va vous expliquer de manière très simple, très factuelle, comment cette nouvelle loi va jouer, en tout cas, va vous impacter et quelles sont peut-être aussi les solutions qu'il va falloir mettre en place. Et puis, bien évidemment, c'est un atelier d'échange, donc vous pourrez poser vos questions également.
Merci beaucoup Aude. Merci, Alors Nathalie. maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif de notre sujet de ce soir, la kinésithérapie en 2030. Quelles expertises? Alors 2030, c'est déjà demain, enfin, j'exagère un petit peu, mais dans 8 ans, donc c'est pas très loin. L'idée de ce plateau, c'est de comprendre en quoi les transformations du métier, mais aussi du rapport au corps et à la technologie, vont impacter les modalités de travail dans les cabinets. Donc l'objectif, ça va être de se projeter ensemble pour mieux anticiper les prochains modèles porteur de l'exercice du métier de kiné. Donc, 3 axes principaux se dégagent et nous scinderons notre émission en 3 parties. Un premier axe, donc un métier déjà en pleine mutation. Une deuxième partie consacrée vers un nouveau rapport au corps et à la santé, où nous retrouverons François Bélanger. Et une troisième partie sur quelle vague surfer dès aujourd'hui, voilà, pour repartir un petit peu de ce dernier plateau avec quelques idées pour la suite. Alors, dans cette première partie, il s'agit de mettre en lumière les évolutions actuelles et futures, notamment sur le plan législatif, susceptibles de transformer l'activité du cabinet à l'horizon 2030. Alors, j'avais envie de citer Yves Copin, qui dit comprendre d'où on vient pour savoir où on va, c'est un petit peu la base de la projection. Je vais m'adresser tout d'abord à vous, Gilles Rousset. Donc, vous avez profité de récents événements organisés par Clinique Médico-Sport pour mener une enquête sous forme de questionnaire auprès des thérapeutes. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette enquête et quels enseignements tirez-vous de cette étude ? Alors merci Nathalie, effectivement nous avons mené avec Clinique Médico-Sport une enquête sur près de 4 événements un peu partout en France où nous avons interrogé les kinés sur place justement via des questionnaires et nous avons récolté l'avis d'un peu plus de 300 kinés au total, donc ce qui commence à constituer un panel assez intéressant. Sur différentes questions liées à leur projection vis-à-vis de leur métier d'ici 10 ans. Et en fait, on a observé plusieurs résultats intéressants. Alors les premiers qui sont assez globaux, et vous allez avoir notamment à l'écran une petite slide qui va apparaître sur les 3 premiers résultats. Donc premièrement, on a vraiment une majorité de kinés qui est convaincue que demain, les actions de prévention et de prédiction deviendront finalement plus importantes dans leur métier que les actions curatives. Donc, ce qu'on peut entendre par action de prévention et de prédiction, quand on en parle avec eux, c'est notamment la lutte contre la sédentarité, l'éducation thérapeutique du patient notamment, l'intervention également en entreprise. Donc il y a plusieurs vecteurs en tout cas textuellement, que les kinés ont pu, plusieurs indicateurs textuellement que les kinés ont pu nous donner justement à ce sujet-là. Donc c'est déjà quand même un aspect très intéressant, d'autant plus que notamment avec les évolutions législatives, et Nicolas Pinceau en parlera tout à l'heure, cet aspect prévention et prédiction fait le lien aussi avec la partie diagnostic, qui va être de plus en plus prévalente dans le métier des kinés dans les années qui viennent. Deuxième point, concerne également l'autonomie, la gestion du patient. On a une majorité de kinés qui en tout cas estiment que d'ici 10 ans, le patient va devenir plus autonome dans la gestion et la réalisation de son protocole de rééducation. Et entre notamment en ligne de compte les nouvelles technologies, le développement de l'éducation thérapeutique, on y revient beaucoup à cet aspect éducation thérapeutique, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu nous remonter assez régulièrement. Donc très important également cette relation thérapeute-patient qui va évoluer selon les kinés. Et le troisième point aussi, c'est concernant le futur rôle de la sécurité sociale, où effectivement il y a une grande incertitude. On a des kinés qui effectivement pensent que la Sécu va maintenir son implication dans la prise en charge des actes de soins. Une autre qui n'en est pas convaincue du tout. On a vraiment des résultats très hétérogènes sur 300 kinés. Et pour en avoir aussi parlé avec Nicolas Pinceau à ce sujet-là, justement, lui qui étant au fait des échanges que le ministère peut avoir avec l'ordre des kinés, ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a des actes effectivement qui vont être de mieux en mieux rémunérés et à l'inverse d'autres qui vont être un peu mis de côté, et c'est en lien notamment avec des missions de santé publique. Je sais notamment que, par exemple, sur la prise en charge de la BPCO, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, la Sécu s'engage vis-à-vis des kinés à rembourser de mieux en mieux ces actes. Donc voilà, c'est quelque chose qui est susceptible d'évoluer. On verra aussi en fonction du contexte futur comment ça peut bouger. Mais en tout cas, il y a une vraie insécurité d'une partie des kinés par rapport à cet aspect-là. Sur la slide suivante, vous allez voir aussi par rapport aux compétences qu'il va y avoir également une évolution selon les kinés interrogés vers plus d'activités physiques et sportives, donc plus vraiment de rééducation,
Stéphane en parlera mieux que moi tout à l'heure, parce qu'il est quand même régulièrement en contact de jeunes kinés aussi dans son cabinet. Également plus de maîtrise des nouvelles technologies, que ce soit de physiothérapie, mais aussi tout ce qui touche aux applications smartphone, par exemple pour le suivi à distance des patients. Et également plus de capacité à diagnostiquer, à prescrire, donc c'est en lien un peu avec le premier constat sur la prévention et la prédiction. Et puis plus d'utilisation et développement de la recherche scientifique, et c'est notamment l'évolution vers le grade master, Bac plus 5, et l'ouverture de plus en plus à des doctorats pour les kinés qui sortent de l'école, qui va faire effectivement que la recherche scientifique va prendre une part de plus en plus importante pour justifier justement les actions qui sont menées au quotidien en cabinet. Donc voilà, c'est vraiment, il y a voilà ce qui ressort vraiment de l'évolution des compétences du kiné, qu'on voit déjà au quotidien, justement, quand on échange avec eux. En tout cas, c'est ce qui nous faut remonter à ce sujet-là. Voilà ce qu'on peut dire sur cette enquête. Eh bien, merci beaucoup Gilles pour cette synthèse. Et tout de suite à chaud, je vais vous demander, Stéphane Guérino, donc vous en tant que masseur kinésithérapeute, ostéopathe, quelle est votre réaction par rapport à ce résultat d'enquête mené auprès de votre confrère et votre position? Vous reconnaissez-vous dans ces grandes tendances, en particulier la prévention et le gain d'autonomie du patient? Alors oui, il y a une évolution dans le métier. De plus en plus de kinés se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir une efficacité dans l'autonomisation de leurs patients sur leur réentraînement, leur réathlétisation, comme on aime dire. C'est de la rééducation où le patient va apprendre à prendre soin de lui. Et c'est un des leviers forts sur lequel maintenant les kinés jouent, parce que on essaie de faire en sorte que les patients ne délèguent pas leur santé aux thérapeutes, mais qu'ils soient directement acteurs de leur santé, qui prennent leur santé en main, véritablement. Donc effectivement, il y a de la prévention, de plus en plus de prévention, parce qu'on a un panel de patients. On peut avoir le sportif, le sédentaire, l'actif sédentaire mais l'actif sportif, l'ancien sédentaire, l'ancien sportif. Donc il y a vraiment une grande panoplie de problématiques qu'on rencontre. Et là, la technologie vient nous aider fortement par rapport à des mesures qui sont reproductibles et qui permettent au patient de prendre conscience du niveau où il est. Parce que le kiné va faire son diagnostic, va dire voilà, vous êtes dans tel état, etc. Mais le patient aime bien se rendre compte par lui-même et ça va avoir un impact beaucoup plus fort. Voilà, donc cette autonomisation est importante. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'aspect soin manuel, parce qu'il y a des choses que le patient ne peut pas faire lui-même. Il ne peut pas s'automasser, il ne peut pas s'automanipuler, bien que certaines gymnastiques permettent de faire de l'automanipulation, une fois qu'ils ont acquis ces connaissances pratiques. Mais il y a besoin quand même du toucher, il y a besoin de savoir comment la personne réagit par rapport à ces différents symptômes. Et ça, le duo patient-acteur de santé est très important. Et les différentes disciplines qu'on peut retrouver maintenant dans les cabinets, qui tous ont tendance à s'agrandir et à proposer une panoplie assez large de soins, eh ben, vont dans cette direction-là. La pluridisciplinarité, c'est quelque chose de bien, et on s'échange les patients, parce que tout seul aussi, on peut parfois avoir une vue pas forcément toujours très objective, parce que parfois on oriente certaines choses, et partager le patient avec d'autres professionnels, c'est quelque chose de très enrichissant. Et puis avec les jeunes, je sais que dans notre cabinet, on aime bien avoir des jeunes kinés qui nous apportent de nouvelles choses, qui sont... Qui vous réactualisent. Voilà, exactement, et qui sont là en train de gratter de nouvelles choses. Ils sont assez tendance dans la préparation physique. Ils aiment bien ce genre de choses. Et je pense aussi avec les années, nous, notre expérience, on leur fait profiter de tout notre recul sur les soins et tout l'intérêt que le patient porte à ce qu'on mette les mains sur lui. C'est important. Merci beaucoup Stéphane Guérino. Alors, on a posé la même question à Nicolas Pinceau, c'est-à-dire sa réaction par rapport aux résultats de l'enquête menée par Clinique Médico-Sport auprès de la profession des masseurs kinésithérapeutes. Donc, je crois qu'on a l'enregistrement disponible. Donc, la parole à Nicolas Pinceau.
Je suis d'accord avec le constat, il y a trop peu de prévention de fait. Je pense que les dirigeants ont pris acte du fait qu'il fallait mettre l'accent dessus. Et je sais que plusieurs plans sont en cours pour favoriser la prévention. Ceux qui vont directement impacter la profession de kiné, c'est notamment tout ce qui va tourner autour de la dépendance. Et les kinés seront attendus notamment sur le dépistage probablement de la fragilité. Quelque chose dont on parle depuis pas mal de temps, mais qui est aussi un petit peu dans les stratégies à développer, c'est les dépistages en milieu scolaire aussi, par exemple des rachialgies. Et puis il y a aussi tout ce qui est autour de la prévention d'apparition des maladies professionnelles et les interventions en entreprise où il y a eu quelques avancées, mais où c'est encore assez insuffisant. Le constat qui est fait par les kinés, puisque vous me dites que la majorité d'entre eux considèrent que les patients veulent plus d'autonomie, etc., c'est effectivement quelque chose qu'on observe, c'est un changement de modèle dans l'appréhension du soin, où on passe de plus en plus sur un modèle qu'on appelle centré patient, voire centré personne même maintenant, et où la place du patient lui-même doit être prépondérante dans les prises de décision et où finalement le rôle que doit tenir le professionnel de santé, c'est d'éclairer les décisions et d'expliquer les prises en charge et bien sûr quand même d'avoir une action thérapeutique, mais les décisions reviennent au patient. Il ne faut pas se tromper, c'est de ne pas vouloir calquer un modèle comme une espèce de modèle dominant qui va s'appliquer à tous les patients. Et donc, ce qu'on observe, en tout cas moi dans mes recherches, sur par exemple les demandes d'autonomie ou de prise de décision, c'est quelque chose qui est quand même très individu-centré et qu'il y a des patients qui effectivement attendent de leurs professionnels qu'ils leur donnent les outils pour eux-mêmes se prendre en charge avec une forte composante sur l'éducation à la santé, l'éducation thérapeutique et où ils vont vouloir devenir autonomes et acteurs dans leur prise en charge. Mais on a aussi une partie des patients qui vont voir le professionnel pour que le professionnel trouve une solution à leurs problèmes. Et ils ont finalement pas très envie d'être sur un modèle centré patient, eux. Donc en fait, il faut faire attention à ne pas vouloir calquer un modèle dominant sur l'ensemble des patients. Par contre, quand même, la tendance générale, on va dire, elle est effectivement dans la prise de décision partagée. L'impact sur le moyen et long terme. Alors, merci, nos retours sur le plateau. Donc, Gilles, je m'adresse à vous. Alors, quels ont été les retours sur le TBOK à l'issue de votre enquête ? Alors effectivement, juste un petit point, donc ça concerne l'apparition des nouvelles missions réalisées par le kiné savoir si effectivement ces nouvelles missions vont avoir un impact sur la structure du cabinet. Effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir dans les 10 ans qui viennent pas mal d'évolutions dans les cabinets et ce qui est sûr, c'est que, et on le voit sur la 3e slide, en fait, c'est que effectivement, on tend à penser que la majorité de kinés tend à penser que les cabinets ne seront plus les mêmes qu'aujourd'hui. Par contre, demain, il n'y aura pas un cabinet, mais des cabinets, ça c'est certain aussi, c'est-à-dire qu'il y aura des cabinets qui vont peut-être davantage s'orienter plutôt vers une structure un peu médico-sportive. On sera entre le centre de préparation physique et le cabinet de kiné. D'autres, on va plutôt être sur un aspect clinique avec notamment de gros moyens mis à disposition en termes de diagnostic, notamment de l'imagerie, de l'échographie. Ou encore des structures qui vont également être dédiées à tel ou tel type de public. Je pense notamment à des cabinets, par exemple, qui vont être ouverts dans des résidences seniors, où tout va être mis en œuvre justement pour favoriser l'accompagnement de ce type de population. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que le cabinet ne disparaîtra pas, bien qu'on ait une dématérialisation des moyens, on va dire également, par exemple, de rééducation d'activité physique. Et François en parlera tout à l'heure avec l'aspect sport et notamment. Pour autant, les kinés sont convaincus que les cabinets resteront présents, ouverts et justement accueilleront de plus en plus de patients, notamment grâce à certaines ouvertures législatives et par exemple l'accès direct des patients au cabinet de kiné sans passer par un médecin généraliste qui est notamment en cours d'ouverture dans plusieurs départements pour la prise en charge de la lombalgie et de l'entorse de cheville. Donc ça va tendre également à permettre de créer une nouvelle activité, par exemple dans les déserts médicaux.
Donc voilà un petit peu le constat qu'on peut faire. D'accord. Stéphane, à titre personnel, comment voyez-vous les choses voyez-vous les choses évoluer de manière générale? Plutôt favorablement. Le ministère de la Santé est assez attentif à nos demandes. On est quand même assez nombreux et on est quand même fait partie des acteurs essentiels pour l'entretien de l'autonomie des patients, des personnes. Et comme la population quand même vieillit, faire des soins, faire de l'entretien, faire de la prévention coûte moins cher que de l'hospitalisation, que les personnes qui finissent par perdre de leur autonomie trop tôt. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Puis il y a l'aspect urgence un petit peu, que les patients viennent directement voir le kiné pour différentes affections comme effectivement les lombalgies, les entorses, problèmes de genoux, d'épaule, blocage articulaire. Effectivement, pas forcément besoin de passer directement par le médecin, mais aller directement vers, je dirais un peu, on est des spécialistes du corps et on a la capacité à diagnostiquer assez rapidement et après en lien avec le médecin voir ce qu'il y a besoin de faire, une imagerie par exemple. C'est parfait, la transition est parfaite pour passer à notre deuxième partie vers un nouveau rapport au corps. Alors l'objectif dans cette partie va être de parler des aspects sociétaux de 2030 et de comprendre le monde avec lequel les professionnels de la santé interagiront demain pour mieux rendre service et répondre aux attentes des patients. Alors on rappelle que le rapport au corps et à l'activité physique est au cœur de l'activité des kinés. Or, d'une part, ce rapport est en pleine mutation, d'autre part, de nouveaux acteurs issus de la technologie viennent bouleverser le paysage. Alors qu'en sera-t-il en 2030 et quelles conséquences? Je vais m'adresser à vous, François Bélanger. Donc je crois que vous êtes un petit peu loin des kinés. Alors le kiné ne sera pas le seul à évoluer d'ici 2030, le patient aussi. Et de manière générale, à l'horizon 2030, comment voyez-vous la place et la forme de l'activité physique et sportive dans le quotidien des personnes? Comment je le vois? D'abord, je ne dirais pas le kiné, je dirais les kinés, parce que comme ça a été très bien dit, je pense que la multiplication des activités va faire qu'on va, sous un mot kiné, ça va recouvrer beaucoup d'activités, même s'il y a un cadre législatif qui est assez précis. Et puis en matière d'activités sportives, là aussi, on va être dans le flou le plus large. J'avais, juste avant de parler avec vous, là, j'avais Jean-Paul Sousa qui a monté l'application Move, vous savez, qui a signé avec le ministère du Sport et qui vient de signer avec plein de fédés. Lui, dans son application, la santé, le sport santé, c'est déjà, ça peut être le jardinage. Donc on arrive dans une situation où Leroy Merlin, c'est le concurrent de Decathlon carrément. Hein, voilà. Et puis quand vous allez voir Decathlon, vous lui dites c'est qui votre concurrent, il vous dit c'est Netflix parce que les gens sont sédentaires. Donc pourquoi je situe ça? C'est simplement pour dire que le rapport au corps va être de plus en plus fondamental dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans un monde où le grand récit politique a disparu, le grand récit religieux a disparu, on s'inquiète beaucoup sur le futur. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste notre corps. Moi j'interviens souvent devant des patrons, il y a une dizaine d'années, les mecs ils parlaient pas de sport. Aujourd'hui, c'est est-ce que tu as fait ton gainage, qu'est-ce que tu as mangé? Le jour où tu as bu Budapest devant des patrons, des mecs qui venaient de faire une semaine de jeûne au lac Balaton. C'est-à-dire qu'on voit que le corps aujourd'hui c'est une obsession. Alors, de façon positive ou négative, mais en tout cas, c'est sûr. Il y a plein aussi de codes qui explosent. On peut être gros et faire du sport. Il suffit de voir plein de pubs en ce moment. Le courant anglo-saxon est extrêmement fort. On peut être handicapé et faire du sport. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une explosion. On sort, en fin de compte, de 2 siècles d'histoire, enfin d'un siècle d'histoire où le sport, c'était la compétition. Il y avait un côté vertueux, il y avait un côté progression. Tu faisais les départementales, tu faisais les régionales, tu arrivais au national, tout ça. Donc, il y avait le sport, c'était l'école, c'était les clubs sportifs. Aujourd'hui, le sport, il est partout. Voilà. Et donc, on veut être en forme tout le temps. Et d'ailleurs, il y a des marques qui ont très bien compris ça et qui comprennent très bien cette mutation. Il y a plusieurs années, c'est ce qu'a fait Decathlon. Decathlon ne parlait pas de sport au départ. Parce qu'ils s'aperçoivent que la moitié des Français n'aimaient pas le sport. Donc, il dit à fond la forme. Moi, je trouve le slogan très con, mais en même temps très malin. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas envie de faire du sport, mais tout le monde a envie d'être en forme. Et on va être sur cet enjeu-là demain. C'est-à-dire qu'on va avoir des vrais malades qui font l'UTMB, enfin moi je me mets dans les malades, hein, je suis pour tous les jours de ça, mais l'UTMB qui vont regarder, qui ont le nez collé sur Strava, qui sont incapables de faire le moindre sport sans se référer à la technique. Et puis de l'autre côté, il y a plein de gens pour qui le sport c'est simplement la marche. D'ailleurs c'est le sport préféré des Français. Donc on va dire le sport, ça va être extrêmement large. Et quand tout à l'heure vous me disiez c'est quoi le Prospective Sport Lab, c'est que je pense qu'aujourd'hui on va être obligé de faire un peu un bilan et de dire c'est quoi le sport. Il y a le sport compétition. Le sport compétition, c'est que 10% des gens.
Tous les codes qui ont conduit le sport compétition aujourd'hui ne font pas rêver l'essentiel des jeunes. Les jeunes s'en foutent et les Jeux Olympiques, ça n'intéresse pas les Français. Il faut bien dire en réalité. Le jour, je planchais devant la Fédération Française de Handball. La Fédération Française de Handball, malgré ces 2 médailles, a perdu 10 000 membres, 10 000 licenciés. Tout simplement parce que c'est devenu un sport qu'on regarde à la télévision et qu'on ne pratique pas. Voilà. Après, l'essentiel du sport, c'est du sport loisir, mais aussi qu'il y a la séduction. On voit des sports qui apparaissent pour plein d'activités. Le sport, c'est aussi défendre la planète. Donc, on est dans un bazar, si vous voulez, quand on parle du sport, qui est extrêmement large. Donc, le rôle du corps dans tous ces jeux-là, il va être extrêmement différent. Voilà. Alors, je vous ai... Pardon. D'une histoire, excusez-moi, je suis peut-être un peu brouillon et rapide. Non, mais c'est parce que j'ai plein de questions à vous poser, c'est pour ça. Donc, je voulais enchaîner. Juste, je vous ai présenté un petit peu rapidement, mais je voulais quand même repréciser que vous êtes directeur de Transcity, qui est une structure spécialisée dans la prospective, l'innovation et le conseil stratégique, et que vous êtes cofondateur des rencontres de la prospective sportive, également titulaire d'un DEA de droit public et de DEA de sciences politiques basé à Paris. Bon, ça c'est moi en rapport avec notre sujet. Donc, du coup, voilà, je faisais une bio un peu complète. Alors, un autre enjeu des 10 prochaines années concerne les mutations sur le plan technologique et notamment l'implication croissante des GAFAM, les Google, Apple, Facebook, dans la vie quotidienne et en particulier de la santé. Alors, le développement des outils de collecte et d'analyse de données n'est-il pas déjà aujourd'hui un élément pivot de l'évolution des approches de santé et comment les professionnels de santé peuvent-ils tirer parti de ces nouveaux outils tout en garantissant la protection du patient ? Les outils sont extrêmement, il y a des outils extrêmement variés. Si on prend l'outil principal, qu'on va dire l'Apple Watch, l'iWatch, elle prend plein de données. Ensuite, quand vous discutez, moi je travaille avec l'INSEP ou avec plein de gens comme ça, ils sont quand même extrêmement dubitatifs sur les infos qui remontent. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont en train de rentrer sur ce marché-là, parce qu'ils ont compris que le marché de demain, c'était le marché de la data sur le corps et la santé. Et il faut savoir ce que globalement ils peuvent capter. Ils l'abordent en faisant des cours en virtuel, ils l'abordent en faisant des cours en donnant de la musique et tout. C'est-à-dire qu'ils sont sur le marché de la santé, ils visent le marché de la santé, mais ils le prennent de façon extrêmement ludique, de façon extrêmement large et de façon extrêmement très, très large. Et oui, ça, il faut vous amuser. Voilà. Et c'est aussi une des grosses révolutions qu'il va falloir intégrer dans les années qui viennent, c'est qu'on voit qu'il y a certains récits du sport qui vont s'épuiser. On voit par exemple la compétition. Nike n'a rien dit sur les Jeux Olympiques. Adidas n'a pas communiqué sur les Jeux Olympiques. Et vous avez vu que 15 jours avant les Jeux Olympiques, Nike a dit New Play. Et en gros, c'est arrêtez la compétition, amusez-vous. C'est la campagne qu'on voit aujourd'hui qui se décline dans le monde entier. Donc on a un côté amusez-vous qui fait éclater tous les éléments. Et puis de l'autre côté, on a en effet les gens, on va vous donner des outils pour vous amuser. C'est l'iWatch. Et l'iWatch, en fait, c'est que vous avez toujours l'impression d'arriver à obtenir vos éléments. Mais c'est quoi la performance dans ces conditions-là? Comment on la mesure? Qu'est-ce qu'on mesure? Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pipeaux dans tous les trucs qui sont censés nous donner de l'info. Et je pense que les professions médicales ont quand même encore de beaux jours devant eux, parce que quand vous regardez, je ne donnerai pas les études qui ont été faites, tout ça, mais il y a quand même aujourd'hui sur le sommeil, sur les analyses et tout ça c'est quand même beaucoup de pipeaux. Donc on nous fait croire aujourd'hui que les outils sont là, il faut être à peu près sérieux, ça rassure les gens qui ont des outils, ça ne rassure pas forcément et ça n'aide pas forcément les gens qui sont médecins ou les kinés. Merci beaucoup François Bélanger pour ces réponses très complètes. Alors parmi nos 3 grands sujets du jour, nous avons déjà parlé donc d'un métier en pleine mutation, d'un nouveau rapport du corps à la santé. Notre 3e partie est sur quelle vague surfer dès aujourd'hui. On en parle tout de suite après le spot de l'UNIM. L'UNIM pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés.
Et nous arrivons à la partie qui vous intéresse tous, sur quelle vague surfer dès aujourd'hui. Alors, on va créer ici un débat ouvert sur les futurs modèles porteurs vers lesquels le kiné peut évoluer dès aujourd'hui. Alors, on parle de cabinets dématérialisés, de cabinets incrustés dans un lieu de vie, par exemple dans une résidence d'activité, dans une résidence senior. Alors, comment anticiper les nouveaux rapports au corps qui vont transformer les motivations, les attentes des patients vis-à-vis de leurs soignants? Comment tirer des nouvelles technologies pour mieux comment tirer le meilleur parti des nouvelles technologies pour mieux accompagner le patient dans son parcours de soins. Alors je m'adresse à vous Gilles. L'objectif de cette thématique était de se projeter dans la décennie à venir pour accompagner, aider, donner les clés de compréhension au kiné. Alors peut-on évoquer quelques concepts porteurs pour le cabinet? Ouais, si vous voulez, Nathalie, bon, voilà, il y a d'un côté un avis personnel, puis aussi essayer de transmettre un peu ce sur quoi on travaille aussi chez Clinique Médico-Sport. Et concrètement, dans les années qui viennent, il y a un point quand même qui est important à prendre en compte aussi, c'est la démographie de la profession, puisqu'on se rend compte effectivement qu'il y a de plus en plus de kinés. Demain, il y aura à peu près, d'ici peu de temps, là actuellement il y a 100 000 kinés, mais en tout cas les enquêtes montrent que la démographie des kinés s'accroît et s'accroît très rapidement. Et d'ailleurs, ce que me disait Nicolas Pinceau, ça inquiète un petit peu l'ordre justement. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Pas forcément, parce que quelque part demain, est-ce que finalement il n'y aura pas un seul métier de kiné, mais il y aura des métiers de kiné avec des exercices qui sont bien spécifiques. Alors c'est vrai que d'un côté, des kinés peut-être qui vont vraiment se centrer sur les missions de santé publique, plutôt donc sur une approche vraiment du soin. Et puis derrière, peut-être des kinés qui, eux, par exemple, vont... c'est d'ailleurs une mouvance que nous, on observe chez Clinique Médico-Sport, c'est le rapprochement entre la kiné traditionnelle et la préparation physique. Donc des kinés qui vont vraiment se spécialiser dans la partie sport, et c'est déjà le cas. Il y a de plus en plus de kinés du sport également qui exercent et qui se projettent soit dans des structures dédiées, soit aussi aux côtés des sportifs qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Et puis il y aura également, il y a un point qui est important à prendre en compte aussi, c'est qu'on a une population qui vieillit, qui aura de plus en plus de problèmes de manque d'autonomie, de dépendance, qui aura besoin d'un encadrement également, d'un accompagnement croissant. Et ça fait partie également des possibilités de développer une activité qui soit à cheval également entre vraiment la partie purement soins, mais également la partie bien-être où par exemple mettre en place des activités de balnéothérapie, du sport santé, donc ce qui veut dire qu'on est vraiment sur la partie un peu rééducation, mais aussi sur une diversification d'activités qui prend en compte justement les besoins d'une population, la population on va dire âgée de plus de 60-65 ans. Il y a également des opportunités, Stéphane en parlera mieux que moi, ce qui connaît bien le sujet, de développer une activité également en entreprise où vous allez pouvoir intervenir et mener des actions de prévention, mais aussi d'accompagnement sur le terrain. Bref, voilà, certes, évoquer des concepts porteurs, je dirais que c'est plutôt vraiment identifier finalement sa vision du métier, ce qu'on a envie de faire aux côtés d'une population en particulier, et peut-être d'y spécifier, je dirais, son activité en prenant en compte vraiment l'aspect rééducation, mais aussi en prenant en compte l'accompagnement. Donc là, on est d'un point de vue médico-économique sur ce qu'on appelle le hors-convention et la diversification d'activités. Donc c'est pas un gros mot, hein, c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus, on en parle suffisamment. Et ça peut être effectivement, se coller à une population et puis proposer un accompagnement qui soit vraiment dédié. Moi, Stéphane, je vais laisser... Merci Gilles. Alors, nous avons aussi également interrogé Nicolas Pinceau en lui demandant de résumer finalement les missions et les objectifs du kiné de demain. On l'écoute. Si je dois le résumer, c'est le kinésithérapeute acteur de santé publique. Et donc cette santé publique, en fait, elle est à plusieurs niveaux. Elle est dans le dépistage d'abord. Et en fait, le professionnel de la kinésithérapie est probablement un des acteurs les mieux placés pour dépister les apparitions de fragilité sur le plan moteur, pour dépister effectivement l'apparition de pathologies musculo-squelettiques, que ce soit en milieu scolaire ou au travail. Donc je pense que ça, c'est la bonne direction et qu'on verra ce type d'activité se développer. Et la partie traitement, je pense que l'accès direct est aussi amené à se développer
notamment comme réponse aux déserts médicaux, et on a un maillage territorial qui fait qu'on a des compétences claires et qui nous sont d'ailleurs pas contestées sur le plan musculo-squelettique, par exemple. En fait, le degré de formation qu'ont nos professionnels, même en sortie de formation initiale, est excellent par rapport à d'autres professions. Là, je prends un peu parti. Je pense que ces missions thérapeutiques devront se recentrer sur les pathologies identifiées comme étant des pathologies clés avec un réel besoin en termes de santé publique. Merci. Alors, Stéphane Guérino, quelle est votre réaction aux propos à la fois de Gilles Rousset et de Nicolas Pinceau, et peut-être quelques mots aussi sur votre cabinet Kiné Lyon Sport à ce sujet? Alors, j'aurais tendance déjà à dire que une certaine partie de la population qui est en souffrance ne va pas chez le kiné. Les gens qui ne vont jamais chez le kiné. Ils utilisent des traitements médicaux, pharmacologiques, etc., le repos. Ils s'automédiquent, ils font un peu d'exercice. Voilà. Donc, ensuite, il y a une population qui aurait besoin, qui cherche à avoir des soins, mais qui n'en a pas. Par exemple, pour les soins à domicile, c'est très difficile de trouver des kinés qui vont à domicile parce que le déplacement est très mal payé. Voilà, ça prend beaucoup de temps et donc l'activité en cabinet est bien plus rémunératrice que d'aller chez les patients, d'autant plus que la rééducation chez les patients parfois est pas très pratique, il n'y a pas forcément le matériel qu'il faut. Donc voilà, donc il y a quand même la population des kinés augmente, mais il reste quand même de la population qui ne va pas chez le kiné ou le kiné ne va pas vers la personne qui en a besoin. Donc il y a cet aspect-là. Et effectivement, la prévention dans l'entreprise, dans les écoles, alors dans les écoles on n'y va jamais, on n'est pas invité par le ministère de la Santé, en conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire du dépistage. Ça c'est dommage, on n'est pas non plus invité directement dans les entreprises, hormis s'il y a un programme de prévention décidé par le chef d'entreprise ou le responsable RH ou le responsable des sécurités ou le CHSCT qui dit voilà, ça serait bien qu'on prenne soin de nos collaborateurs. Et là, à ce moment-là, il y a des kinés qui interviennent et de plus en plus. Et là, donc, on fait de la prévention, on fait du curatif aussi, on autonomise les gens dans leur travail, on les accompagne avec les ergonomes sur leur poste de travail. Donc, le panel est très très large. Vraiment, moi j'ai tendance à dire qu'on a un avenir qui est, je pense, assez beau, voilà, parce qu'on a un rapport au corps qui est fort, avec de bonnes formations, on est toujours en relation avec les autres disciplines, et que ce soit l'entretien, la prévention, la prise en charge globale, on est déjà là-dedans, on est déjà dans l'avenir. Merci Stéphane. Alors François, par rapport aux propositions qu'on a pu entendre, quel message souhaiteriez-vous faire passer aux professionnels de santé, alors particulièrement aux kinés qui nous intéressent ici, pour que soient anticipées dès maintenant toutes ces mutations et leur impact? Je vous vois écarquiller. Quand vous m'avez invité, j'avais été précis, je ne connais pas assez d'activités de kiné. Donc, ce qui est sûr, c'est que, tout à l'heure, vous m'avez interrogé sur une nouvelle technologie. Ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, en effet, le cabinet de kiné doit être autre chose qu'un cabinet de kiné. Voilà, et il doit regrouper plusieurs activités. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre le librairie à bar à côté, il ne faut pas dire non plus n'importe quoi. Mais je pense qu'en effet, ce que vous disiez très bien, il y a plein de gens qui ne vont pas voir les kinés. C'est vrai que les kinés, on va avoir quand on a mal, quoi. Alors qu'en priori, en amont, sur le bien-être, sur l'accompagnement, ils pourraient et ils devraient être de plus en plus présents. Surtout qu'ils vont être concurrencés et qu'ils le sont déjà de plus en plus par les coachs sportifs. Il y a toute une population aujourd'hui, plein de nouvelles professions, plus ou moins encadrées. On ne sait pas d'où ils sortent exactement. Vous allez dans n'importe quel parc parisien, vous avez des mecs qui font de la muscu, qui donnent des cours, qui apprennent aux gens à se masser. Enfin, c'est très très étonnant quand même. Je ne sais pas comment vous prenez ça, mais on voit qu'il y a plein de gens. Donc, on voit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas encadrés et qui vont être extrêmement séducteurs et qui vont avoir un discours qui va être d'accompagnement, d'amont. Voilà. Donc, on va voir arriver plein de choses. On le voit déjà depuis une quinzaine d'années avec toutes les philosophies chinoises et tout ça. Donc, moi, je ne sais pas, j'ai pas une réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est temps qu'en effet les kinés,
ait une démarche un peu plus proactive, ou en tout cas un discours qui est proactif, qui fait qu'on n'aille pas comme chez le dentiste, quoi, quand on a mal. Et malheureusement, je ne connais pas la proportion des gens qui vont chez le kiné, mais je pense qu'on va à 90% va chez le kiné quand on a mal, quoi. C'est pas... Alors que je pense qu'en effet, en amont et en accompagnement, et en souci du corps, ils ont une véritable place. Moi, je ne connais pas assez la profession, ce qu'elle a le droit de faire, ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Il y a largement de la place là-dessus. Quand on voit aujourd'hui toutes les professions sur la diététique, tout ça qui apparaît sur le corps, il va falloir un moment qu'il y ait des choses qui évoluent et qui changent, et qu'une profession comme les kinés reprenne les choses en main. Merci. Stéphane, comment vous réagissez là, à ces propos qui nous mettent quand même sous le nez toute cette concurrence déloyale, si on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas. Moi, je n'appelle pas ça trop de concurrence déloyale, parce que c'est bien que les gens fassent de l'exercice. Oui. Et moi, je vois d'un très bon œil qu'ils soient accompagnés par un coach, qu'ils apprennent à faire des massages, etc. Oui, mais avec un encadrement un petit peu Voilà, il faut que la aléatoire. formation soit de qualité. Et le seul bémol que je dirais, c'est que dans toutes ces formations, et moi j'ai enseigné dans des métiers du sport, c'est qu'ils ont très peu de connaissances sur ce qu'on appelle la pathogénie. C'est qu'est-ce qui a entraîné la pathologie et qui a entraîné l'usure, qui a entraîné... Et parfois, le coach sportif, qui est ultra performant dans l'accompagnement pour le développement musculaire, le développement de la souplesse, de la force, etc., parfois n'arrive pas à doser de façon bien équilibrée par rapport à l'état de la personne, et il faut un peu plus d'attention sur les risques. Et on récupère pas mal de patients qui se sont blessés dans les salles de fitness, qui se sont blessés avec des coachs, parce qu'ils sont allés un peu trop loin, ils ont été trop ambitieux. D'accord. Alors justement, par rapport à ce constat, vous, comment vous positionnez, vous, kiné, pour être un peu plus en amont, peut-être un peu plus sur le volet prévention, plutôt que de récupérer les pots cassés quand on est allé s'entraîner avec tous les gens qui se sont un petit peu improvisés sur la place? Disons que la prévention, pour l'instant, il y a peu de moyens chez le kiné en prévention. Le médecin va relativement peu prescrire des soins en disant allez chez le kiné pour prévenir de différentes affections. C'est une volonté individuelle que de faire de la prévention, ou alors par l'entreprise, mais ce n'est pas encore véritablement installé avec les kinés. Tout du moins, c'est pas véritablement conventionné comme ça, ou c'est du hors convention. Et ça, les gens ne sont pas habitués en France à dépenser de l'argent vers un professionnel de santé sans que ce soit remboursé. Alors, ils commencent à avoir l'habitude avec les ostéopathes, avec certains acupuncteurs, et ça c'est bien, mais avec le kiné, ils ont l'habitude que ce soit tout pris en charge. Eh bien oui, nous sommes dans une population de nantis, on peut le rappeler ici. Le temps passe définitivement vraiment trop vite avec vous. Notre émission touche déjà pratiquement à sa fin. Gilles, je voulais vous redonner la parole, mais du coup peut-être dans notre tour de table de conclusion, pour les messages finalement à retenir. Bon, le sujet est super ambitieux, prospective 2030, et en même temps, en 3 quarts d'heure, on ne peut pas non plus tout dire. Donc, votre message final. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire plusieurs émissions, mais bon, très rapidement par rapport à tout ce qui a été dit, je pense que... Voilà, les kinés doivent, après je suis pas kiné, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les kinés, à mon sens, doivent déjà réfléchir vraiment par rapport à la population qui les entoure, par rapport aux besoins qui résident dans la zone où ils sont. Et à partir de là, une fois qu'ils ont bien identifié finalement la patientèle à laquelle ils peuvent et ils doivent se destiner, créer un univers. Vraiment créer un univers, c'est pas seulement ouvrir un cabinet, acheter 3 tables et puis un laser et puis 2 appareils de rédux, mais c'est vraiment créer un univers qui prend en compte effectivement la technologie, mais aussi l'accompagnement du patient, la pluridisciplinarité en travaillant également main dans la main avec d'autres spécialistes, nutritionnistes, préparateurs physiques, et puis avec une vraie ouverture vraiment sur, bien sûr, le diagnostic qui est le cœur de leur métier, mais aussi la prévention. Et la prévention, et effectivement, vraiment dans cette notion de créer un univers, c'est créer un univers qui donne envie de venir, pas un univers austère, mais un univers qui donne envie de venir et de revenir. Et puis, alors j'irai peut-être pas jusqu'à dire s'amuser effectivement, mais en tout cas prendre du plaisir finalement, et pas se dire que le kiné c'est juste quelqu'un qui va vous soigner, mais c'est quelqu'un qui va vous accompagner, vous aider pour que vous soyez senior, sportif, enfant, etc. Voilà, ou en entreprise. Merci beaucoup Gilles. François Bélanger, votre mot de la fin, le message.
J'ai pas de mot de la fin. Je voudrais juste Tant mieux, on est en retard. Sport, et dès qu'on voit des reportages, on voit des gens qui passent leur temps à se faire masser. Vous allez à l'INSEP, c'est un hôpital où des gens se font masser. On a un reportage sur le Tour de France, les cyclistes passent leur temps à se faire masser. Enfin voilà, tout le monde se fait masser dans le sport. Et on a l'impression à côté de ça que c'est réservé simplement à une élite. Or, j'ai jamais très bien compris, en fin de compte, pourquoi les kinés, on les a pas plus dans les pattes. Donc je sais pas où ils sont probablement dans un cabinet. Et puis en effet, comme vous disiez très bien, comme c'est pas remboursé, on n'a pas envie de venir vous voir. Mais je suis toujours très marqué par le décalage. Aujourd'hui, on a un vrai souci du sport, on a tous envie d'être performants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la performance? On peut s'interroger là-dessus. On a envie d'être bien, de ne pas se blesser. Il y a toute une réalité là-dessus. Et on se dit, moi, je trouve que les kinés, mais je le dis de façon très positive, sont les grands absents, je trouve, de l'univers du sport qui émerge aujourd'hui. Et je ne trouve pas ça très normal. Je n'ai pas la réponse sur comment ils émergent, mais en tout cas, je pense qu'il y a largement la place pour eux. Merci. En tout cas, vous les interpellez, ce qui me donne l'occasion de faire la transition directe avec vous, Stéphane. Comment vous réagissez et comment vous concluez? Oui, c'est vrai. Alors, le massage, moi, je suis un adepte du massage parce que c'est pour moi la plus vieille technique de l'humanité. Le soin, masser quelqu'un, rien qu'avec ses mains, le kiné est capable de quasiment tout faire. Donc, il a un outil extraordinaire qui sera heureusement, et je l'espère, jamais remplacé, bien qu'il y a de belles machines de massage comme le CELU-M6 ou d'autres, ou un accompagnement du massage avec des ondes, des champs magnétiques, comme Indiba, qui sont des trucs qui sont pas mal, les lasers. Mais le massage est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on masse les gens, ils se disent, mais ça fait un bien énorme, ça fait beaucoup de bien. Les jeunes kinés sont un peu plus en retrait par rapport à ce soin manuel, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu physique. Faut avoir une bonne condition physique pour pouvoir faire plusieurs heures de massage dans la journée, mais c'est aussi un contact et une relation avec le patient qui devient très, très intime, et les mains sentent les choses, sentent ce qui se passe au niveau articulaire, au niveau tissulaire, et ça, la réadaptation, la réathlétisation, ça ne le sent pas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on garde cette spécificité de soins manuels c'est de l'or qu'on a dans les mains. Nos mains sont en or, et ça, il faut qu'on continue à parier là-dessus, avec d'autres professionnels de santé aussi qui font des soins manuels. Mais je n'enlève pas la compétence de ceux qui ne sont pas kinés et qui font aussi des massages, parce que je pense que tout le monde peut être capable de faire des massages à condition d'être bien formé, d'être accompagné, et quelqu'un qui se fait masser régulièrement diminue ses douleurs, ses problématiques de santé. Ça, moi, je le vois toute l'année. Rien qu'avec le massage, on peut faire des choses extraordinaires. Merci beaucoup Stéphane, on va bien vous voir tout de suite à la fin de l'émission. Je veux juste ajouter vraiment, pour surenchérir sur ce que dit Stéphane, c'est très important, c'est que vraiment tout le monde a sa place et qu'effectivement il est essentiel que les kinés vraiment puissent collaborer en pluridisciplinarité, à l'image de ce que vous faites vous dans votre cabinet, et s'entourent effectivement de gens, d'autres spécialistes avec lesquels ils vont pouvoir collaborer et finalement se partager les rôles pour un accompagnement optimal. Et l'avenir de la santé passe certainement par là. Merci beaucoup. Alors notre soirée visait à nous projeter dans la kinésithérapie en 2030 et à identifier quelles expertises seront indispensables. Évidemment, on n'a pas eu le temps de tout dire, mais il est temps de vous remercier tous les nos quatre intervenants de ce soir, à remercier également toute l'équipe de Clinique Médico-Sport et Ouvrez l'œil qui nous assure la production de cette émission. Il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année et de vous donner rendez-vous en 2022 pour la poursuite de ces mardis de la santé de l'UNIM. Et je laisse la parole à Aude pour nous présenter donc l'atelier qui vient finaliser ce dernier mardi de la santé. Joyeux Noël à tous. Merci, oui. Alors, la soirée n'est pas terminée. On se retrouve pour un court atelier de 5 à 10 minutes pour vous expliquer les impacts de la réforme de la loi de finances sur votre protection sociale avec nos correspondants de l'UNIM qui vous expliqueront un peu, complètement même, j'ai envie de dire, comment ça fonctionne et quels sont les impacts pour vous et comment réagir justement à cette fameuse réforme. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Merci. À 2022. Merci. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.